que é professor da Universidade de Brasília, e o tema da apresentação é questão ambiental e fundiária, controvérsias e debate em municípios da Amazônia Legal. Eu acho que estaremos exatamente nesse ponto que estávamos discutindo agora. Bom dia aqui no Brasil para todos, boa tarde para vocês aí, um prazer estar com todos, François, com o Divine, com o Leonardo, com o Thiago, com a Léo também na mesa. Vou compartilhar minha tela, pergunto a vocês se estão vendo. Tá ok? Vocês estão vendo? Tá bom. Ok. Então, esse trabalho, na verdade, é parte de uma pesquisa que a gente vem fazendo com um grupo de colegas aqui na Universidade de Développe avec des collègues à l'Université de Brasilia. Il s'agit de Fagner, Marcelo e Grossman. Vão nos ajudar aí também depois no momento do bate-papo. Eu vou fazer a apresentação. O estudo, na verdade, a gente tratou aí de juntar dois grandes temas que estão na ordem do dia aí na nossa mesa, que são as questões ambientais e fundiárias, e a gente tratou de apontar algumas controvérsias desse debate na Amazônia Legal, mas diferente da leitura do Raoni de ontem, das controvérsias, aqui a gente está olhando um pouco mais para as políticas públicas, né? Então a gente vai tentar olhar para o desenho das políticas, mas para isso a gente fez um olhar sobre um olhar especificamente sobre as terras públicas e terras privadas na Amazônia Legal, aí especificamente já o estado do Pará, que a gente vai dar um pouco mais de ênfase nele, porque olhamos para todos os estados da Amazônia Legal, e a entrada para a gente começar o trabalho foi as emissões de gases de efeito estufa no ano de 2010. Então, para a gente selecionar os municípios, para a gente aprofundar o estudo, a gente escolheu fazer uma entrada a partir dessa perspectiva, de olhar aqueles municípios que mais emitiam gás de efeito estufa no ano de 2010, e aí a gente vem olhando as séries temporais de dados ambientais e fundiários desses 40 municípios que a gente vai listar no trabalho, mas aqui eu só vou apresentar rapidamente e apontar onde estão e o que são, né? Rapidamente, acho que todo mundo conhece um pouco da configuração fundiária na Amazônia Legal, e aí a gente colocou o caso do Pará, né? Então, tem bastante diálogo com isso que a Ludivine falava, né? A presença de unidades de conservação ainda bastante como uma estratégia de proteção ambiental, mas hoje já bastante assediada, né? As terras indígenas também, alguns outros territórios, bastante glebas públicas ainda em processo de destinação ou processos inconclusos ou não destinadas, mas o que importa para a gente nessa estratégia de olhar para isso tudo é que a gente selecionou alguns municípios e a gente vai falar um pouco deles daqui a pouco. Mas, basicamente, acho que o contexto, né, de onde essa apresentação se insere, né, já está dado, né, esse espaço urbano e rural que tem passado por muitas transformações, especificamente no caso da Amazônia Legal rural, mas acho que ela se rebate em todos os debates urbanos do próprio estado do Pará, estado do Amazonas e outros, sobretudo pelo avanço das commodities, como a Ludivine também vinha falando, né, e uma presença de uma estrutura fundiária ainda baseada em grandes propriedades. O IPAN trouxe aí um relatório recente que ele olhou para os dados do INPE e aponta o desmatamento crescente, né, nesses 4 anos, sobretudo os últimos anos de governo Bolsonaro, em relação a anos anteriores. Ou seja, nós estamos, de fato, vivenciando um problema crescente e com chancela oficial, né? A gente tem visto aí todo um conjunto de elementos que tem causado isso. Esse desmatamento, segundo o estudo IPAN, acontece principalmente em terras públicas e terras públicas não destinadas, aquelas que estão sob domínio público ainda,
mas que talvez não tenha se dado uma destinação conclusa, né? Então, as unidades de conservação que às vezes não foram concluídos, processo, ou mesmo aqueles que estão já com os processos bastante avançados, sobretudo as terras indígenas, mas que a sanha da expansão do agronegócio tem sobreposto esses interesses, e aí também tem, acho que, todo um debate que está por trás disso, né? Então, há esse assédio bastante grande, aí, sobretudo para os territórios indígenas, que teve 153% de aumento no desmatamento nesse relatório apontado pelo IPAM. Bom, então, já falei um pouco disso, a gente olhou especificamente para 40 municípios da Amazônia Legal, os 40 que mais emitiram gás de efeito estufa no ano 2010, e aí a gente foi olhar para algumas informações ambientais desses municípios e também informações fundiárias, tá? Então, para as informações fundiárias, a gente foi olhar para o SNCR, para o acervo fundiário, para outros registros. A gente tem feito um acompanhamento sistemático dos processos de regularização fundiária junto ao INCRA, uma cooperação que a gente fez com o INCRA, e o que a gente tem feito é olhar efetivamente para os processos que estão passando por titulação. A gente tem uma cooperação onde a gente tem uma perspectiva de olhar para 40 mil processos de titulação que estão tramitando dentro do INCRA, e a gente tem acompanhado para tentar entender, de fato, quem são essas pessoas que estão demandando, né? Então, esse é um pouco do trabalho que a gente está fazendo. Eu não vou entrar muito nesse debate, até porque esse número ainda não está muito disponível, né? Ainda está em fase de processamento, mas a gente tem, a partir da nossa intervenção junto ao INCRA, condições de acessar essas bases todas, inclusive os registros novos que devem sair agora do SNCR, vai permitir que a gente consiga entender um pouco da movimentação da titularidade das propriedades, que é um problema fundiário bastante importante para ser analisado. Bom, os 40 municípios que mais emitiram gás de efeito estufa na Amazônia Legal, as emissões nesses municípios aumentaram 43% nos últimos 5 anos de análise, e 1/3 dessas emissões são oriundas de apenas 5 dos municípios, desses 40. Então, a gente foi se debruçar sobre esses, né? E dentre esses 5, 4 estão no Pará. E aí a gente colocou, então, o Pará um pouco em evidência aqui para a gente poder entender esse debate, né? Óbvio que eu não vou ficar discutindo caso a caso. Por exemplo, Oriximiná é uma cidade que tem um subcadastramento, ou Altamira tem um sobrecadastramento. Não vou entrar nesse debate, até porque a gente ainda está em processamento dessas informações. Mas o que é importante para a gente é entender que há essa dinâmica de questões fundiárias acontecendo, e elas estão totalmente associadas às questões ambientais e às questões do avanço do agro, como a gente já colocou. Só para ter uma ideia, né, e questões de relação de grandeza, só o município de Oriximiná ele tem 13 milhões de hectares, praticamente. Ele é 1/4 do território francês, né? Então, nós estamos falando de áreas extremamente grandes, com potencial de toda a natureza, né? Tanto para o bem quanto para o mal, né? As questões fundiárias aí nos municípios selecionados, no caso do Pará, nós temos uma replicação da realidade brasileira. São propriedades, né, pequenas, tem um volume em termos de imóveis até razoavelmente grande, né? São 25% dos imóveis estão em propriedades com menos de 4 módulos fiscal. O módulo fiscal no Pará de 55, 80 hectares aproximadamente, com exceção de Belém, e ocupam apenas 6% das áreas, enquanto as propriedades grandes, né, maiores de 15 módulos fiscais, são 9,5% apenas e representam quase 30% das áreas. E nas posses, né, que há uma presença bastante grande de posses ainda, então essas áreas que não foram concluídos processos ou de assentamentos ou processo de destinação, as grandes propriedades, as grandes áreas em posse, né, não posso chamar de propriedades ainda, elas ocupam 51% das áreas. Então, isso aqui se reproduz, evidentemente, grande parte da estrutura fundiária brasileira. Aqui ao lado tem um gráfico que a gente basicamente fez a distribuição dessas áreas no estado, mas elas estão aqui baseadas no tamanho das áreas a partir dos dados do IBGE, então não são os dados declarados, tá? Porque o SNCR é autodeclaratório, então a gente não usou o dado do SNCR, sim do IBGE, aí dá uma diferença em relação ao dado da tabela da esquerda, que é do SNCR, dado que a gente, de fato, já olhou especificamente para ele.
e também o próprio o acervo fundiário também tem boa parte dessas informações. Bom, aí, especificamente entrando nas controvérsias e, sobretudo, no aspecto legal, nós temos em tramitação 2 projetos de leis ainda que estão dialogando com essa temática da regularização fundiária, né? O projeto de lei 510 do senador Irajá e o projeto de lei do Zé Silva, que é o 2633. Esses 2 projetos de lei estão no Senado para sair algo já lá na frente. Não vou nem dizer tudo que já foi feito do ponto de vista de mudanças do processo legal na questão fundiária no Brasil. Nos últimos 4 anos, a gente teve uma aceleração, sobretudo de mudanças de infranormativos, né? Então, a primeira questão que a gente coloca aqui é que grilagem é crime, tá? Mas a regularização é lei, depois ela é instituída e regulamentada por um decreto e tem suas instruções normativas. E o que esse governo vem fazendo é alterar prioritariamente as instruções normativas para poder acelerar os processos antes mesmo de ter transformado isso tudo em lei. A regularização fundiária, que a gente chama de regularização fundiária do Centrão, dos ruralistas, né? Ela está associada aos desmontes de órgãos de fiscalização e o aparelhamento da Polícia Federal. As leis atuais, em alguma medida, não proíbem a titulação de áreas desmatadas, nem exige compromisso de recuperação ambiental antes de conceder a titulação. A Ludivine falava um pouco disso. O Executivo tem destinado terras preferencialmente para titulação privada. No entanto, a gente tem visto, aí, a partir dos nossos dados, 96% das demandas no INCRA são de pequenos poceiros. E a regularização fundiária prevê, na verdade, que todos os públicos sejam atendidos. Ela não é um instrumento de compensação, ela, em tese, deve atender a todos. Mas as ocupações pequenas, nesses casos, não são sinônimos imediatos de grilagem, tá? Obviamente que tem aí bastante especulação e muita evidência, inclusive, disso, mas, a princípio, a gente não pode tomar isso como um dado, né? Às vezes, são, de fato, pequenos poceiros que estão buscando a regularização. Mas, do outro lado, o legislativo brasileiro afrouxou regras e rompeu princípios da boa governança, da questão da governança fundiária, né? Esses projetos de lei estão em tramitação. Em alguma medida, eles estão abrindo as porteiras para essa boiada. Eles ampliam a regularização fundiária, primeiro, da Amazônia Legal para toda a União. Ils ont facilité le terre dans l'Amazonie légale. Ia passar pela lei de licitações, mas os 2 projetos de leis trazem isso no bojo. O teto da área aumentou, né, para 2.500 hectares, inclusive podendo ser múltiplos imóveis. Tem um processo de descentralização da regularização fundiária para estados e municípios. Alguns veem isso com bons olhos, outros acham que isso vai facilitar muito mais os processos de grilagem. Tem uma anistia prevista, entre aspas, aí para desmatadores. Permite novas regularizações em benefício de quem já tivesse sido beneficiado anteriormente em outras situações. Dispensa assinatura de confrontantes para a retificação do registro ou da averbação do imóvel. E também prevê possíveis convênios com a iniciativa privada para execução desse cadastramento e regularização. E aí o senador Carlos Fávaro, do Mato Grosso, está fazendo um substitutivo para esses 2 PLs. A princípio, ele sugere rejeitar o PL 2633 e aceitar o do Irajá. E aí, para isso, ele aceita, evidentemente, diversas emendas, já tem o substitutivo dele disponível para consulta. Ele faz algumas atenuações dessas boiadas aí. Eu diria que ele deixou a velocidade da boiada um pouco mais lenta, mas ele não vai fazer muito enfrentamento com nada disso, não, até porque ele também é um representante desse mesmo centrão aí, né? Bom, a Transparência Internacional fez um relatório recente apontando as questões de grilagem e apontando sobre a governança de terras no Brasil. E o principal aspecto que aparece são as precariedades dos registros de imóveis. A gente tem identificado isso também quando a gente olha para os processos que a gente acompanha aqui. Muita deficiência na digitalização dos registros. Processos são autodeclaratórios, então isso, evidentemente, podem gerar bastante controvérsias. Não estou nem falando do cadastro ambiental, estou falando do SNCR, do CIGEF, mas o cadastro ambiental também, a gente já sabe que tem diversas controvérsias aí. Muitas ocupações legítimas não são reconhecidas, então a gente tem que levar isso em consideração. A política de regularização fundiária tem muitas ocupações que precisam para fazer isso. Obrigado, François, estou chegando ao final já.
Falta de transparência nos cadastros, a gente não tem acesso público, né, para a sociedade como um todo, a todos os cadastros, então isso se torna, evidentemente, uma fragilidade do processo de governança. Falta integração dos sistemas de cadastro, nós temos diversos sistemas no próprio INCRA, são vários, depois a gente tem os órgãos estaduais, a gente tem Receita Federal, a gente tem várias outras frentes com sistemas de cadastro. E sem contar a estrutura e a capacidade dos órgãos, que está bastante deficiente, né? Bom, a partir disso, algumas recomendações, né? Sem regularização fundiária, a gente sabe que a governança de terra é débil. Então, é necessário, pensando em caminhos a seguir, né? Comando e controle e coerção são elementos fundamentais. A gente viu isso, historicamente, quando a gente teve IBAMA forte, ICMBio forte, Polícia Federal forte, Ministério Público forte para atuar. Então, é necessário reforçar e restabelecer os controles das ações de fiscalização. Também é necessário aprimorar e consolidar os mecanismos de transparência da gestão territorial, sobretudo para tentar entender essas divergências de informações. Há uma multiplicidade de plataformas, ontem eu citei isso na fala do Raoni. Eu acho que isso gera uma explosão de informações, mas pulveriza um pouco essa incidência que a gente, enquanto academia, pode ter para ajudar e tentar dar direcionamento para esses processos. A gente tem inúmeros observatórios, inúmeras plataformas com dados, e às vezes eles acabam gerando um volume grande de informações, óbvio, importante isso, mas os próprios gestores, quando precisam olhar para esses dados, eles sempre estão perdidos nessas situações. É necessário fortalecer a governança fundiária, e para isso acho que é importante um sistema integrado, multifinalitário. Existe uma provisão disso desde o governo Dilma, que era o Sinter. É necessário vetar anistia para ocupações irregulares, aprimorar o registro de imóveis, integrar os sistemas com a Receita Federal. É necessário mobilizar sistemas contra a corrupção, já falei um pouco disso, e aí acho que também entra o papel da Receita Federal. E entra um outro componente que acho que é fundamental nesse nosso debate, que é rever e aprimorar o imposto territorial rural e os índices de produtividade. Ele deve se tornar, e deveria ser, né, na verdade, um indutor de boas práticas ambientais. Inclusive, tem um trabalho do IPAM que aponta nessa linha. O ITR hoje ele é esquecido no Brasil. Nosso colega Marcelo Trevisan, que está aí, que vai compartilhar comigo o debate posteriormente, ontem ele me falava que ele foi pagar o ITR de uma chacrinha dele, e o valor da terra é extremamente ridículo. Então, esse é um ponto que a gente precisa avançar para que haja governança fundiária bastante efetiva no Brasil. Bom, em termos de pesquisa, a gente continua agora agrupando esses municípios, né, desses 40, em clusters para verificar se há tendências explicativas mais preliminares. A gente busca criar um critério de governança, pensando em criar um índice de governança fundiária, com essa lógica do que é mais débil, o que é mais efetiva. Estamos fazendo cruzamento dessas situações jurídicas dos imóveis, da concentração fundiária, com os dados do Censo Agro, para justamente tentar dialogar com as questões da produtividade, da produção e também do uso do solo. Existe uma iniciativa no Pará, que é o Selo Verde, é uma plataforma que foi desenhada com o auxílio da UFMG, que auxilia no monitoramento da atividade produtiva e indica a trajetória de sustentabilidade. Ela cruza isso com os dados do cadastro ambiental, bastante interessante. Também é necessário cruzar, acho que um pouco mais, essas questões da governança fundiária com o quadro de infrações do IBAMA e de outros órgãos ambientais, e associar indicadores sociais, econômicos e ambientais para ver se existe correlação com esses indicadores que a gente está buscando. Então é isso, agradeço a oportunidade e fico à disposição agora. Peço aí que o Marcelo Trevisan e o Fagner também fiquem aí à disposição para nos ajudar no debate. Obrigado, gente. Ok, Mário, muito obrigado. Foi realmente uma apresentação muito rica. Eu vou começar com uma pergunta, fazendo uma provocação. Você deu para a gente muitas possibilidades para reformar o processo de regularização fundiária, mas será que o problema não é a regularização fundiária em si, ou seja, o fato de que no Brasil
uma pessoa, um particular pode vir e arrancar um pedacinho de patrimônio público e tornar ele numa propriedade particular. É uma situação que é muito rara no mundo. E se você for mudar isso, voltando a mudar a lei das terras de 1850, aí seria reconhecer, para fazer a ponte com a apresentação da Ludivine, que o Brasil não seria mais uma fronteira agrícola, nem uma fronteira fundiária, que já se fechou a porta e que, a partir de agora, o Brasil não seria mais um país pioneiro. Bom, François, eu só tenho que concordar contigo, né? Não tem nem como reagir, né? E eu acho que, de fato, é isso. A provocação ela é muito bem-vinda, né? Mas ela tem que ser direcionada para quem formula, né? E a gente está tentando, evidentemente, quando a gente faz estudos dessa natureza, incidir sobre esses formuladores, né? Mas, de fato, é uma provocação que ela é quase uma afirmação, né? Não tem muito como se contrapor ela, não. Tem uma pessoa querendo... Tá, sim, o Léo. Olá, bom dia para quem está no Brasil, boa tarde, que é o Léo de Moura, aqui do Instituto Socioambiental de Altamira. Bom, Mário, bom te ver aí, a gente compartilha aí o ambiente no programa de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural, né, na UNB. Mário, é o seguinte, então, complementando o François, no Brasil, não só no Pará, né, e na Amazônia, não só é possível, assim, você se apropriar de uma terra que não é sua, como isso é o que mais dá mais dinheiro do que qualquer produção, né? Tem uma publicação muito interessante do Maurício Torres, com o Juan Doblas e a Daniela Alarcon, que é Dona Quem Desmata, e que comenta essa situação em municípios que são campeões de desmatamento e grilagem, né? Novo Progresso, Altamira. Altamira, você não comentou, mas é 1,5 vezes o estado de Portugal. Olha que município enorme, né? Grande parte é floresta, mas tem uma margem muito grande para se apropriar de terra pública aqui, né? Então, isso é uma coisa que move as economias, né? Houve um ciclo econômico de grilagem que continua hoje. Foi um pouco... parou um pouco em Altamira. Pendant un moment, cela se ralentit un peu à Altamira, quand ils ont créé les zones protégées. Mais la vérité, ça continue, et ça, c'est la base. O comentário que eu quero fazer é sobre a regularização fundiária. É um assunto complicado, que envolve outras coisas além disso. Aqui na região se pauta muito a desafetação de territórios indígenas, né? Então, por exemplo, a terra indígena Apiterel e a terra indígena Cachoeira Seca são territórios grandes, né? Cachoeira Seca tem 1,4 milhões de hectares, não, 800 mil hectares, Apiterel 900 mil hectares. Havia um imbróglio legal com relação à homologação, e isso as pessoas se aproveitaram, porque por muito tempo o IBAMA esteve ausente, confundindo a não desintrusão, a não tirar as pessoas de boa fé do território, com novas invasões, que é crime, né? Poderia ficar quem estava dentro, quem era de boa fé, enquanto a situação se decidia, né? Mas há uma onda de invasões, e ela foi fortalecida pelo discurso do Bolsonaro, né? As pessoas têm expectativa. A grilagem é uma atividade econômica que a pessoa se apropria de uma terra na expectativa que essa terra seja legalizada. Então, ele faz esse investimento de desmatar. Desmatar é uma atividade muito cara, né? Não é barato você desmatar 300 mil hectares, 100 mil hectares, não sei. É muito caro você desmatar 300 hectares, que seja, né? Não é barato. Então, a pessoa vai lá, o criminoso vai lá, desmata na expectativa que ele consiga regularizar isso, vende para alguém e dá algum jeito. Então, aqui na região, se fala muito em regularizar lotes dentro de terras indígenas, né? E no governo Bolsonaro, com o discurso do governo, embora não tenham sido feitas desafetações, as invasões se multiplicaram. Tanto em Apiterela quanto na Cachoeira Seca, e inclusive em territórios que não estavam invadidos, que é o caso da terra indígena Trincheira Bacajá. De repente, na passagem do governo Temer para o governo Bolsonaro, houve uma onda de invasões, né? O IBAMA tenta combater, mas é difícil, tem que ter muito mais força. Eles têm estratégia certa, mas tem que ter muito mais presença, muito mais
efetivo. Então, essa era a questão. Não sei se está na agenda, mas eu gostaria de colocar nessa questão de regularização fundiária, tem essas pessoas tentando pautar a desafetação. Eu acho que o governo Bolsonaro é muito simpático a isso, né? Ele atende garimpeiros, atende... Aqui na região, Grileiros. Políticos frequentam muito essa área e eu acho que não tinha tanta liberdade com isso nos governos anteriores. Então, esse era o meu comentário. Beleza, Léo, obrigado. Marcelo, você quer fazer algum comentário para ilustrar um pouco isso que o Léo nos fala? Sim. Então, vamos pegar uma outra pergunta. François, eu ia sugerir o Marcelo Trevisan, que é colega nosso na condução desses trabalhos, se ele pudesse reagir um pouquinho a essa fala do Léo. Tá. Agora sim. Agora liberaram o áudio. Bem. Ok. Assim. Acho que são duas questões importantes, né? A primeira, bom dia a todos. Bom dia aqui no Brasil, boa tarde na França. Eu acho que são dois elementos fundamentais que o Mário trouxe. O primeiro trata de uma relação, e podemos dizer assim, uma relação direta entre desmatamento e emissões, né? Eu acho que ficou demonstrado quando a gente pega aí temporalmente as informações dessas duas situações ambientais, elas ficam bastante claras. A segunda diz respeito à configuração fundiária, a complexidade da configuração fundiária da Amazônia Legal. E quando eu falo disso, entra justamente isso que o Léo está falando, que é uma questão, e sobre as questões vinculadas à regularização fundiária, que eu acho que é outra questão que tem que ser estudada, né? O Mário passou um dado importante que, da pesquisa que a gente tem acompanhado, eu vou falar um pouquinho mais baixo, mais lento, da pesquisa que a gente tem acompanhado, 96% dos imóveis trabalhados para fins de regularização fundiária hoje são imóveis até 4 módulos fiscais, ou seja, com características de agricultura familiar. Mas se você olhar a constituição fundiária que o Mário acabou de apresentar, você vê que as pequenas propriedades, quando analisadas em área, elas têm um valor muito baixo. A área ocupada pelas pequenas propriedades ela é ínfimo, perto das áreas ocupadas pelas grandes propriedades e pelas grandes posses na Amazônia. Então, eu acho que a gente tem que separar um pouquinho o joio do trigo para a gente não correr o risco de colocar todo mundo no mesmo barco, né? Extrativistas, vejam a complexidade. Estão falando de extrativistas, estão falando de ribeirinhos, nós estamos falando de comunidade tradicional, nós estamos falando de terras indígenas, nós estamos falando de territórios quilombolas, e todas elas estão inseridas dentro da região amazônica e todas elas têm que ter seus direitos garantidos, direitos territoriais garantidos, inclusive os poceiros que são objetos de regularização fundiária. Claro que aí o olhar do Estado, os processos do Estado têm que tomar conta, porque parte, né, das grandes instituições que estão na Amazônia hoje, elas possuem condições de realizar processo de grilagem. Léo acabou de falar aqui sobre o grilo, mas nós não podemos esquecer da referência do Mário para a Transparência Internacional, de que, de fato, né, você precisa ter uma estrutura de grilagem, né? Você não tem um grileiro, você tem uma estrutura de grilagem que ela vai desde o registro, desde o cartório de registro de imóveis, desde o aparato técnico, desde o aparato estrutural. Então, você precisa ter uma estrutura complexa para viabilizar o grilo, que não é um processo simples de regularização fundiária. Então, acho que a gente separando é importante. Pegando só um elemento que eu queria trazer que o Léo informou, eu tive a possibilidade de trabalhar durante 2 anos no plano de desinclusão da Pitereua, né? E, de fato, a Pitereua ela teve um processo muito interessante, porque, de fato,
você falava em 8.000 poceiros, 8.000 não, desculpa, 800 famílias de poceiros dentro da terra indígena Pitereu, e quando a gente sabia que tinha mais de 3.000, isso antes do governo Bolsonaro. Então, você imagina como isso agora foi potencializado. De fato, é uma área muito grande, né? Mas uma área que teve todo um processo institucional para que ela fosse saneada, inclusive com criações de projetos de assentamento próprio, para trazer pessoas de boa fé. Quer dizer, quando você aplica a política pública de forma adequada, ela minimiza, ela pode não resolver o problema, mas ela minimiza. Né? Tá bom. E aí a gente tem que, de novo, separar o joio do trigo do que a gente está falando, né? De pessoas de boa fé, de pessoas de má fé, que ocupam as áreas. Então, só para concluir, né? Terra indígena, nós não tivemos a oportunidade de mostrar aqui, vocês teriam a visão, de fato, de todas essas sobreposições que nós estávamos dialogando quando a gente jogasse os cadastros ambientais rurais para dentro das terras protegidas. Vocês vão ver que tem CAR dentro de unidade de conservação, vocês vão ver que tem CAR dentro de terra indígena, vocês vão ver que tem CAR dentro de uma série de áreas que não deveriam ter. Então, portanto, eu acho que a complexidade da estrutura fundiária ela tem que ser pensada e visualizada não de uma forma única, mas ela tem que ser atendida dentro das suas complexidades. Muito obrigado. Acho que são colocações muito fortes e justas. Vamos pegar uma última pergunta e vai ser uma pergunta rápida para uma resposta rápida, por favor. Boa tarde, meu nome é William, sou doutorando em Ciência Política na Universidade PSL, então, portanto, vou fazer uma pergunta política. Quando se fala no Estado brasileiro ou na prática dessas elites agropecuárias como invadindo a fronteira ou ultrapassando a fronteira de outros estados, como a Guiana, eu penso também da prática dessas elites no Paraguai, as elites da soja. É possível compreender que, a partir do governo Bolsonaro, o Estado brasileiro se consolida como um Estado colonial, mas também imperial na América do Sul, a partir da questão agropecuária? Bom, a pergunta também, acho que vai muito na linha daquela do François no início, né? Ela é muito mais uma afirmação, né? Do que efetivamente uma pergunta. Mas eu concordo, eu acho que o Brasil tem se colocado dessa forma na América, sobretudo nas questões agrárias e fundiárias. Mas eu acho que, nesse momento, a gente tem o Estado favorecendo isso. A gente não teve isso no momento anterior, né? Mas acho que, nesse momento, a gente tem, até porque o Estado ele definiu e jogou um jogo muito delimitado. Olha, eu vou fazer parte dessas estratégias. E, ao não coibir, né, essas coisas, o Estado favorece. Então, eu acredito que sim, nesse momento. É óbvio que as instituições elas não favorecem no conjunto, mas o discurso, a narrativa do governo acaba levando isso a se tornar uma posição. Ok. Então, obrigado. Vamos agora passar para a próxima apresentação. Aparentemente, teve uma pequena mudança. E agora vamos escutar o Tiago sobre a política ambiental brasileira na gestão 2019 e 2022 e seus efeitos no comércio exterior. Olá, pessoal. Boa tarde para vocês. Saudações a todos os colegas aí da mesa. Apresentações interessantíssimas aí, professora Ludivine, Mário, todos os comentários aí. Muito interessantes, né? Estou aqui animadíssimo, peço desculpas aí pela inversão da apresentação, eu estava no último no painel, mas eu vou ter que sair para pegar um voo daqui a pouco, então eu pedi para o pessoal me reposicionar aí, agradeço. Deixa eu compartilhar minha tela aqui, que eu preparei alguns slides. Vocês estão vendo meus slides aí? Sim, tá bom. Perfeito. Bom, então, uma coisa importante, né, que eu acabei refletindo aqui, com base no que foi apresentado e no que foi debatido, o grupo, assim, eu percebo que tem um conhecimento muito profundo sobre a dinâmica brasileira, sobre a situação fundiária, né, apresentações riquíssimas, e é justamente um pouco dessa conexão, como que essa dinâmica fundiária, socioambiental no Brasil
se conecta com o mercado internacional, se conecta com o comércio, se conecta com o consumo. É um pouco desse olhar que eu quero trazer, né, e mostrar um pouco de fatos e dados relacionados a esse período histórico aí que a gente está vivendo, esse ato na nossa evolução como país, que é o governo atual. Então, né, eu acho que já vou passar bem rápido aqui por um pouco de contexto, acho que já foi bem falado nas apresentações de ontem, hoje também, mas eu queria trazer alguns dados para contextualizar um pouco a minha fala, né? Então, o que está acontecendo no Brasil? E isso não é exclusividade do atual governo, isso começa no governo anterior, mas se acentua e fica muito mais evidente, muito Mais mais... ça s'est accentué et est devenu beaucoup plus clair et explicite avec le gouvernement actuel. Donc voilà quelques données, données par l'Observatoire du climat, des données qui parlent en elles-mêmes. 44% de moins d'amendes environnementales par rapport à 2018, en regardant en moyenne par rapport jusqu'à 2021, 46% de moins en moyenne de poursuites à cause d'infractions de crimes contre la flore, aucune démarcation de terres indigènes, 135% de plus d'invasion de terres indigènes, donc ces données parlent en elles-mêmes pour montrer un peu ce contexte. Le refus d'utiliser les ressources internationales pour de l'action socio-environnementale. Donc on a ici 500 millions de dollars congelés dans le fonds de l'Amazonie et 96,5 millions de dollars congelés dans le Green Climate Fund. Le Brésil a dirigé la COP, présenté dans la COP26 avec des ambitions beaucoup moins importantes. Nous, il prévoit tout de même d'arriver à 2030 avec une ambition. C'est un mouvement donc d'affaiblissement des lois socio-environnementales qui est très puissant. Plus d'agro-herbicides, toute la question du harcèlement moral à l'encontre des fonctionnaires de l'IBAMA, la non-exécution du budget, c'est-à-dire la non-utilisation des fonds. On est dans une situation où il manque des fonds pour les politiques publiques et l'IBAMA a des fonds, mais ils ne les utilisent pas, en plus des coupes budgétaires. Donc on a des résultats. La déforestation en Amazonie a augmenté de 75% annuellement entre 2021 par rapport à 2018. La déforestation dans le Cerrado a augmenté en moyenne annuelle de 17% entre 2021 par rapport à 2018. La superficie brûlée au Brésil a augmenté de 78%. Les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté de 12%. Donc des mesures extrêmement claires. Je ne parle même pas des discours, mais seulement des actions concrètes, des décisions et des politiques publiques et des résultats concrets qu'ils ont apportés. Maintenant, une autre question qui est la question de la déforestation importée. Qu'est-ce que c'est? J'ai utilisé ici quelques caricatures qui sont parues cette semaine pour illustrer essentiellement cette idée de la déforestation importée. C'est la déforestation qui est impliquée par des produits principalement alimentaires, mais pas seulement, des biocombustibles également, qui peuvent être importés par cette déforestation importée et qui sont consommés à l'échelle mondiale. Donc on a essentiellement le soja, la viande bovine, l'huile de palme. Si on pense dans le contexte mondial, ce sont de biens agricoles très importants, produits par des pays qui ont encore beaucoup de forêts tropicales et qui amènent avec eux, qui sont accompagnés de destruction de forêts tropicales, mais pas seulement, destruction de réserves naturelles, d'agrosystèmes, de marais, de savanes. Donc une série d'écosystèmes naturels qui sont
mis en cause. Donc, comment un pays éloigné de la frontière agricole consomme et encourage, promeut cette transformation des frontières naturelles. Pour contextualiser, qu'est-ce qu'est cette transformation de biens qui apporte un risque de déforestation? J'ai quelques données. Desse trabalho que se chama Oui, c'est là où Commodity. je travaille, et donc dans ce travail qui s'appelle Commodity Footprint, on peut voir justement l'échelle de l'importance de l'aire déforestée, de la perte de la biodiversité. Il y a aussi un indicateur qui montre l'évolution de l'émission de gaz à effet de serre à cause de l'importation de ces produits, à cause de certains des pays les plus grands consommateurs de ces biens. On a ici donc le volume de ces produits en milliards de tonnes. On voit ici à quelle mesure, à quel niveau la Chine, la consommation de biens qui provoque la déforestation de la part de la Chine a augmenté. Le Brésil est loin d'être le dernier aussi. Ici, le gris sombre, c'est la France, qu'on voit ici, donc qui est aussi relativement important. La Chine, le Brésil, l'Inde, les États-Unis notamment. En regardant plus spécifiquement pour le Brésil, la consommation mondiale de déforestation importée de la part du Brésil en tonnes. Juste pour ici, on est en train d'inclure tous les biens qui ont avec eux un risque de déforestation. La viande, le soja, le café, le cacao, tout ce qu'on a cartographié ici dans le Commodity Footprint. Ici, il y a déjà un report pour le Brésil et on a déjà converti cette consommation de biens en superficie de déforestation. Donc on voit ici par exemple la Chine en 2017 a consommé des biens qui sont 150 000 hectares, qui correspondent à 150 000 hectares de déforestation. Pardon pour la difficulté pour voir ici. La France a consommé en 2017 près de 300 hectares de déforestation importée du Brésil. Ici, tout ça concerne la déforestation au Brésil seulement. Pour retourner sur ce contexte mondial de combat à la déforestation importée, c'est devenu donc un méchant au niveau mondial, un ennemi au niveau global. En France, on a inauguré ce mouvement de combat de régulation. On avait jusqu'alors des engagements volontaires, privés, des entreprises qui échangeaient, faisaient du commerce de biens et qui promettaient de combattre cette déforestation dans leur chaîne de production, mais c'était des engagements très désharmonisés et qui parfois n'étaient pas efficaces parce que chacun promet ce qu'il veut, fait ce qu'il veut et le démontre comme il veut. Donc la France en 2017 a été la première à inaugurer un mouvement contraignant dans lequel les pays consommateurs prennent les devants et donc la France a publié cette loi de devoir de vigilance. En 2021, la Commission européenne a proposé cette régulation pour combattre l'importation de produits avec un risque de déforestation. Jusqu'à il y a peu, on a eu un nouveau texte publié par le Parlement européen, un texte très ambitieux qui élargit la proposition de la Commission, inclut de nouveaux biens à la liste, inclut aussi le secteur financier, et fait donc des observations intéressantes. Maintenant, qu'est-ce qui va sortir de tout ça? La négociation au Parlement et à la Commission européenne. Le Royaume-Uni a aussi approuvé un amendement avec l'Environment Act. On a aussi une liste de produits avec un risque de déforestation et de violation des droits de l'homme par rapport à la régulation européenne. Et donc, ils ont aussi amené ces régulations au marché britannique.
On demande maintenant qu'il n'y ait pas de lien avec la déforestation. Cette régulation européenne et britannique, la loi britannique par rapport à l'européenne, utilise le critère de la déforestation illégale selon les critères du pays producteur, alors que l'Union européenne combat la déforestation illégale comme légale dans toutes ses formes. Também na mesma linha, então a Le Chine Forest Act, la Chine a réalisé une déclaration conjointe aussi avec les États-Unis et d'autres pays vont se déclarer être préoccupés par cette question. Mais la Chine attend que l'Union européenne sanctionne et commence à implémenter cette régulation pour elle aussi commencer à prendre des mesures plus concrètes, mais a déjà déclaré une intention, déclaration de quoi donc le monde entier commence à réguler cette question de la déforestation importée. Je fais une pause ici pour expliquer pourquoi est-ce que c'est si important. Il est clair que la question de la déforestation, de la violation des droits humains, de populations traditionnelles, de peuples indigènes dans des pays producteurs, tout ça est une question qui doit être résolue souverainement par les pays producteurs. Donc, elle n'a pas désonéré la responsabilité des pays desquels ces biens sont originaires. Mais la question, c'est que ces biens, étant donné qu'ils sont produits pour approvisionner les marchés internationaux, je pense que ces pays consommateurs aussi ont un rôle à jouer. Et ce rôle, plus que de garantir que le produit qui arrive au consommateur soit libre de déforestation, soit sans déforestation, ce marché a aussi un rôle pour mieux inciter, mieux encourager les acteurs qui produisent. Donc, les présentations précédentes ont parlé de tout le problème de la spéculation foncière, de l'invasion de terres au Brésil. Voilà. Tout ça est motivé par la demande de biens. Quand des pays consommateurs disent qu'à partir de telle date, on ne va plus accepter l'importation de produits issus de la déforestation, le message qui est transmis, qui est envoyé, et que ça mine ces processus de spéculation. Donc, vous êtes en train d'accaparer des terres, de déforester illégalement, d'expulser des communautés traditionnelles, et donc tous ces produits qui sont issus de ce processus vont perdre de la valeur parce qu'il n'y aura plus autant de débouchés sur le marché, plus autant de place sur le marché pour accepter ces produits. Donc, je voulais juste insister sur l'importance de ce mouvement qui est de miner le processus spéculatoire de spéculation à propos de désordres fonciers qui sont motivés par la demande en biens issus de la déforestation. Le gouvernement Bolsonaro a démantelé la protection environnementale, a augmenté les incendies, la déforestation, le monde a réagi. Casino, par exemple, en France, est en procès à propos de ses liens sur la déforestation amazonienne. Des supermarchés au Royaume-Uni menacent de boycotter le Brésil si certains des projets de loi seraient approuvés, surtout à propos de la flexibilisation, de la régularisation foncière, donc l'accaparement des terres. Les supermarchés européens menacent de boycott. Donc on a tous une réaction mondiale, principalement en Europe, qui menace le Brésil si cette destruction environnementale et les mesures de politique publique dans ce sens-là continuent. Mais qu'est-ce qui se passe concrètement pendant cette période? La période analysée donc, est très courte. Je ne vais pas m'engager à me risquer à faire une attribution de causalité. Allons-y. Donc, en 2021, malgré toutes ces actions mondiales, malgré toutes ces menaces,
et toutes les réactions à la destruction de la politique environnementale du gouvernement Bolsonaro, en 2021, le Brésil a augmenté de 21% la valeur de ses exportations par rapport à 2018. Pour l'Union européenne, le Brésil a augmenté ses exportations de 6,4% en 2021. Il n'y a eu aucun arrêt, aucune diminution. Le solde commercial, c'est-à-dire la différence entre les exportations et les importations du Brésil vers le monde, ce solde a augmenté de 32% en 2021 par rapport à 2018. Les investissements étrangers directs ont également augmenté. On a 58,9 milliards de dollars en 2018, ça baisse en 2020 à cause de la pandémie et de toutes les incertitudes, mais en 2021, on est presque revenu au niveau de 2018. Donc, les investissements étrangers reviennent avec force et la perspective, c'est d'arriver à 55 milliards en 2022, c'est-à-dire presque autant qu'en 2018. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Comment le monde a réagi? C'est là où j'aimerais que tout le monde à réfléchir. Il me reste une minute, mais juste pour parler un peu de la Trace et vous inviter à regarder la Trace. De nombreuses données que j'ai utilisées viennent de la Trace. On a cartographié ces chaînes liées à la déforestation, y compris les institutions financières et les investisseurs, les financeurs. On a aussi cartographié 22 contextes nationaux et sous-nationaux. 62% du commerce global mondial de biens qui inclut le risque de déforestation sont cartographiés par la Trace. On a un tableau de bord d'évaluation des risques de déforestation liés aux importations françaises de soja. Ce tableau de bord qui est disponible, qui vient du ministère de la Transition écologique français, qui a commissionné auprès de la Trace et qui est disponible pour toute la société française pour mieux évaluer le risque de déforestation lié à la consommation de soja en France. On a aussi donc un Data Explorer où on peut customiser et analyser dans son ensemble le risque lié à la déforestation du point de vue des pays producteurs, mais aussi des pays consommateurs. Donc, on a aussi mentionné tous les biens impliqués. C'est aussi disponible en ligne, on peut s'amuser à regarder tout. Et je reste à disposition de tous ceux qui auraient des doutes, des questions sur une partie méthodologique. Vous pouvez m'écrire, m'envoyer un mail. Merci, je termine par là. C'était une présentation très riche et effectivement ce portail est très intéressant, plein de données qui aident réellement à comprendre la situation. Une question ici de Ludivine. Obrigado, Thiago. Merci, Thiago. Je voulais savoir si tu pouvais nous expliquer un peu mieux d'où viennent ces données du Trace. Quelle échelle est utilisée et ce qu'elles disent dans le cas du Brésil sur l'origine des produits. Est-ce que ça a déjà eu un impact sur des discours, sur les pratiques du secteur de l'agriculture? Et est-ce qu'il y a eu des réactions? Est-ce que ça a dérangé? Et quelles sont les limites de ces données? Merci. Bien, bon. On utilise deux abordages à la Trace. Le premier part de la production des pays producteurs. Donc, on a commencé cette cartographie en croisant des données spatiales, des données de la déforestation, de la transformation des autres écosystèmes, non seulement forestiers. On a croisé avec les données par rapport aux zones de soja et de pâturage. Et à partir de là, on a une connexion avec des données du commerce extérieur, avec des déclarations de douane, des connaissances liées aux embarcations. On a de nombreux documents fiscaux et douaniers
Et on a relié tout ça avec l'utilisation des terres. Donc, une cartographie à partir de l'offre de la production, même au niveau des communes, des municipalités et à l'ensemble du monde. Avec le commodity footprint, on fait l'autre abordage. On regarde d'abord la consommation de ces biens, d'où viennent ces biens, et à partir de là, on fait une analyse spatiale. Mais c'est plus au niveau du pays, en regardant le pays producteur dans son ensemble et en attribuant une proportion d'utilisation des terres à ces produits qui sont consommés. Então, só para je vais vous partager ici pour montrer une référence qui va bien montrer plus clairement tout ça. La méthodologie utilisée par Trace, en ce qui concerne la production de l'offre, d'un article publié par Javier Godard en 2014, qui a publié cette méthodologie à partir de la production. Et du côté de la consommation, c'est basé sur un article utilisé par Forrest Payne, qui date de 2020 et qui a posé ce regard inverse à partir de la consommation. Merci. On a ici une question en ligne de Mario. Bravo pour l'exposition. Bien qu'il puisse y avoir une baisse de l'estimation du marché international pour les produits issus de la déforestation, est-ce qu'à cause du marché interne et de nouveaux marchés émergents, est-ce qu'il n'est pas justifié l'appropriation de nouvelles terres et de nouvelles déforestations? Et en d'autres mots, est-ce que l'impact des restrictions internationales est suffisant pour freiner réellement la déforestation? Je crois que la question est de celle de la substitution, donc aller plus loin. On sait que, par exemple, l'Europe souhaite interdire les produits qui sont liés à la déforestation, mais les produits, entre guillemets, propres du Brésil vont aller en Europe, alors que les produits issus de la Chine vont continuer à être produits et issus de la déforestation. Je trouve cette question excellente. Merci, Mauro. Mauro est un ancien collègue ici de l'Observatoire de Commodity. Absolument. Je pense que les marchés consommateurs et les chaînes de production toutes seules ne vont pas réussir à résoudre le problème de la déforestation. Si on regarde par exemple la viande bovine, il y a une variation de 80, parce que maintenant la Chine a commencé à importer beaucoup de viande. On a aujourd'hui 64% de la production de viande bovine du Brésil qui est consommée à l'intérieur. Donc il est important de traiter cette question aussi par rapport au marché intérieur. De fait, il y a d'autres marchés qui, une fois que l'Europe a restreint ses importations, je ne parle pas seulement de la Chine, parce que la Chine est aussi en train d'aller dans ce sens. Je pense qu'il y a la perspective que la Chine va prendre des mesures après l'Union européenne. Cette attente que la Chine va aussi limiter l'Union européenne, mais à un moment, ça va arriver. On a aussi l'Égypte, l'Iran, et on a d'autres marchés importants qui achètent au Brésil et qui ne sont pas si préoccupés par les règles environnementales. Donc, effectivement, ce n'est pas la solution ultime, mais il y a un facteur très important dans tout ce mouvement, ce signal envoyé par le marché pour essayer de limiter la pression spéculatoire et foncière. Quand un acteur local, opérateur de terre, prend la décision d'envahir une terre publique en Amazonie et de déforester, de placer là-bas du bétail seulement pour pouvoir ensuite exiger, revendiquer la possession et le titre de propriété, quand il fait cela, il n'est pas un éleveur, il n'est pas producteur. Il est en train de spéculer. Il y a l'espoir que dans un certain moment, cette terre va être revalorisée. Parce qu'à un certain moment, d'importants biens d'exportation, de grands producteurs liés à ces chaînes, vont tendre à occuper ces lieux. Donc c'est toujours un jeu lié à ce qu'on attend en perspective
et de signaux du marché. Donc, quand le marché envoie certains signaux, il peut limiter au minimum ses attentes de la part des spéculateurs. Et il savent qu'il y a une date limite, qu'à partir de cette date, ce marché important pour le Brésil ne va plus, qui est important pour le Brésil, ne va plus accepter ce type de production. Mais jusqu'à arriver au moment où tous les marchés à l'unisson vont émettre ce même type de signal, à ce moment-là, ça va pouvoir limiter réellement la pression foncière. Ça, c'est la théorie du changement basée sur des hypothèses. Mais certaines études pointent ce changement. Je veux dire que ça ne résout pas le problème. On a besoin d'initiatives locales, territoriales. Au niveau local, on a besoin de plus de régulation de règles du jeu et au minimum de congeler le stock de terre disponible pour l'expansion agricole. Et les seuls qui peuvent faire ça, c'est les États des pays producteurs. Tiago, j'ai une observation, parce que dans la réglementation européenne, il définit la date de 2020 a été fixée et il semble que maintenant cette date a changé. Mais comme tu sais, le moratoire de soja définit une autre date qui est celle de 2008. Donc je voulais voir avec toi cette question. Et le Parlement a proposé un an avant la Commission, c'était le 31 décembre 2020 et maintenant c'est le 31 décembre 2019. Le niveau, la taille de ces zones liées à la culture de soja a grandi. Dans le dernier rapport de 2021, c'est arrivé presque à 40 000 hectares. Si on exclut, donc c'est la zone qui est identifiée par le suivi. On n'a pas compris toutes les zones qui n'ont pas été suivies, qui n'ont pas été les zones forestières. Il y a une grande transformation de l'utilisation des terres. Si ces terres ne sont pas forestières, ça n'entre pas dans ce calcul, dans ce suivi. Donc je pense que le moratoire du soja va pouvoir prendre en compte une partie de la régulation européenne, mais pas son ensemble, parce que le Parlement prend aussi en compte maintenant Other Wood and Land, donc il prend en compte d'autres types de terres. Donc le moratoire du soja ne va pas pouvoir en lui-même prendre en compte, faire le suivi de l'ensemble de la réglementation européenne. Il y a aussi une question en ligne. Tem a pergunta do Mário aqui, posso responder rapidinho? Je peux répondre aussi rapidement à la question de Mario. Mario, théoriquement, oui. Si on croise ces zones de production avec le CAR, mais on ne peut pas faire ça dans le choix, on ne fait pas encore ça, on reste au niveau des municipalités. Léo, une question rapide. Bon, c'est une très bonne présentation. Je crois que c'est maintenant que pour résoudre la question de la déforestation en Amazonie, cette question est très complexe. Et voilà une nouvelle approche encore, mais il y a un problème. Et de nombreuses fois, le bétail qui est exporté, il est produit et ensuite échauffé. Le Brésil a publié cette nouvelle. Le bétail qui a été élevé dans les terres indigènes, ensuite approvisionne la Friboi. Donc, il y a d'autres fronts à mener, d'autres combats à mener. Il ne faut pas juste lutter sur le plan international si il n'y a pas de combat efficace ici à l'intérieur du pays. Une autre question, c'est que cette normatisation qui vient d'autres pays peut compliquer un peu la situation ici au Brésil si on n'est pas bien faite. Imaginons par exemple qu'un pays dit ne va plus acheter aucune viande qui vient de terres indigènes, ce qui n'arrive pas. Imagine.
peut mettre la pression pour qu'il y ait une réduction effective de certaines terres indigènes. Peut-être que la meilleure façon de formuler cette loi serait de dire non, on ne va pas acheter aucun produit originaire d'un produit où il y a eu la déforestation de ces 5 dernières années. Donc, ça va empêcher peut-être qu'il y ait une réduction des terres indigènes, parce que même s'il y a une réduction des terres, ils n'arriveront de toute façon pas à vendre. Merci Léo, je pense que c'est très pertinent, c'est exactement ça. Les instruments qu'on a aujourd'hui pour le suivi. Então, o gado, o bezerro que nasce lá na terra indígena. Le bétail qui naît en terres indigènes, mais ensuite change de plantation et qui est engrossé dans d'autres plantations, ça c'est un problème important. Mais on a réuni aussi l'idéalisateur auprès de l'État du Pará du saut vers du label vert qui espère suivre la trace de ces animaux, suivre la trace donc de l'animal depuis sa naissance. Et ce label qui a un fort potentiel, on espère, et on travaille ensemble pour que ça devienne un instrument public national et pour que le gouvernement fédéral embrasse cette initiative de pouvoir à la société dans son ensemble un instrument pour tracer, pour mieux suivre la trace, pour qu'on parvienne à combattre et du moins à mieux visualiser ce problème que tu soulèves. Merci pour le commentaire. Merci beaucoup. Je pense qu'on va passer maintenant pour la suivante présentation. J'essaye de Leonardo. L'état de la forêt, une réflexion sur les politiques publiques brésiliennes, la sociodiversité, Amazonie, à partir d'une expérience sur la terre du milieu. Alors maintenant, je peux parler un peu plus. Je suis désolée, j'ai parlé un peu trop pour les questions. Je m'appelle Leonardo de Moura. Jefferson Estrada, c'est quelqu'un qui a travaillé avec moi dans cette présentation. Raquel Santos aussi, ce sont 2 auteurs qui sont avec moi à l'Institut environnemental et qui travaillent à UFSCar, à l'université, et aussi à USP. Alors, j'essaie de partager ma présentation. Já está compartilhada a tela, né? É isso? Não. Ainda não, costuma demorar um pouquinho às vezes. Eu estou com um probleminha no meu computador, será que vocês J'ai un petit problème avec mon ordinateur. Est-ce que vous pouvez peut-être mettre ma présentation, s'il vous plaît? A ajuda técnica está a caminho. Daqui a pouco vamos resolver. Tá, então só me apresentando aqui. Alors, je vais me présenter. Je suis ingénieur agronome de forêt. Je travaille dans cette région à Altamira, dans la terre de milieu. Altamira, c'est une grande municipalité qui fait 1,5 fois l'État du Portugal. Je travaille ici depuis presque 10 ans en support dans le support des chaînes de production. Alors, je travaille spécifiquement dans un réseau développé dans cette région où je suis installée. Le réseau des cantines de la Terra do Meio. En fait, c'est une chaîne de production formée par l'Association des peuples indigènes. Différentes populations de la forêt, en fait, qui en fait, ils commercialisent ensemble leur production. Eu vou abrir aqui para mim no outro. Eu tive esse probleminha, meu computador. Alors, j'ai eu le même problème, là, c'est bon. Alors, l'État et la forêt, une réflexion sur les politiques publiques brésiliennes, des produits de la socio-biodiversité amazonienne à partir de l'expérience dans la Terra do Meio.
Alors, on travaille ici dans le bureau d'Altamira depuis presque 10 ans avec l'économie de la forêt dans ces contextes spécifiques d'Altamira. On essaye, nous avons de support, appui des différentes institutions. On essaye d'avoir accès aux politiques publiques, en fait, accéder aux politiques publiques. Donc, outre les supports aux réseaux et aux associations, nous essayons d'analyser l'effectivité de politiques, l'efficacité des politiques mises en place ici. Alors, qu'est-ce que pourrait être fait pour qu'elles soient plus adaptées à la réalité amazonienne qui est si particulière? Bon, s'il y a quelqu'un qui ne connaît pas la Terre du Milieu, donc la Terre de Meio, ça c'est la carte de la bassine du Xingu. Donc, c'est un peu le centre du Brésil, du bassin du Xingu, pardon. Donc, comme vous pouvez voir, ce bassin, il est au milieu de la zone de déforestation. Donc, et au milieu, en fait, de cette zone de déforestation, il y a les zones protégées, le Xingu, donc la partie, le vert moins foncé, on voit les 3 terres indigènes Kayapó. Et plus au nord, c'est mosaïque des terres indigènes qui sont aussi alternées avec les unités de conservation et de propagation intégrale. Plus au milieu, il y a le Xingu du milieu. Donc, vous voyez que c'est une région qui est entourée des groupes par des groupes. La transamazonienne vers le nord, la Cuiabá Santarém de l'autre côté, Belém Brésil de l'autre côté. Donc, il y a beaucoup de pression sur ce territoire. Mais en même temps, il y a ces mosaïques qui essayent, bon, des régions où la déforestation ne rentre pas de façon si accélérée, si intense. Et là, il y a un autre type d'économie qui est développée et dans ces territoires protégés. Alors là, j'essaie de vous montrer la région voilà, du Xingu du milieu, médian, moyen. Alors, il y a 11 terres indigènes. Et ça, c'est au nord de la terre indigène des Kayapó. Et cela se rajoute 5 unités de conservation. Donc, cette terre du milieu, si vous regardez près de Altamira, il y a une division entre 2 fleuves. Qui va du côté ouest, c'est un fleuve. Et celui qui va vers le sud, c'est le sud, c'est pardon. Donc ça, c'est une région qui a été focus des conflits de terre, pardon, y compris l'assassinat de Dorothy Stang, et cela a poussé un peu la création des zones de conservation. Et c'est à partir de cette initiative de conservation que ces mosaïques a apparu et l'accaparement a été un peu contrôlé dans la région. Alors ici, c'est une carte avec les éléments de production. C'est les réseaux des cantines de la terre du milieu. Donc, vous savez déjà ce que ça veut dire, la terre du milieu. Qu'est-ce que c'est les cantines? C'est des entrepôts de commercialisation communautaire. Toute cette région qui est, vous voyez, les fleuves Iriri, qui va vers le ouest, et les Xingu qui va vers le sud, ils n'ont pas d'accès aux routes. Donc, l'accès, c'est par les fleuves. C'est fluvial. Exclusivement. Ce sont des régions isolées. Donc, les cantines, ces entrepôts commerciaux, c'est une région, c'est pour recevoir la production et réaliser les paiements et fournir des produits basiques, des nécessités de base. Donc, c'est un territoire de presque 2000 km de fleuve et il y en a à peu près 39 cantines. 29, pardon. Si vous regardez par le côté, le côté gauche, d'Altamira jusque là-bas, cela correspond à 2 jours, 2000 km de voyage. Et ces photos-là de personnes, c'est des représentants justement des cantines en charge de cette circulation de la production et aussi le paiement de la... Et cela permet justement de viabiliser des grands contrats et évite voilà, l'intermédiaire des grandes chaînes de production. Donc, c'est 29 cantines, 8000 mini-usines, c'est mini-unités de manufacture des produits. Comme par exemple les châtaignes, elles sortent d'ici déjà travaillées, manufacturées. Cela va générer du travail. C'est le cas de l'huile de babassou, l'huile de châtaigne, la farine de babassou. Donc, il y a 7 peuples indigènes, 3 réserves extractivistes. Et il y a aussi une association des colons
agro-extractivistes qui travaillent dans le réseau. Donc, il y a plus de 3045 bénéficiaires et tous ces mosaïques qui font partie du réseau correspond à 9 millions d'hectares. Donc, c'est une grande région. Et donc, c'est une utilisation extensive du territoire qui peut garantir la non-destruction de ce territoire. Alors, la variété des produits, elle est très grande, elle est importante. C'est des grands contrats, d'ailleurs, des tonnes, 200, 300 tonnes de noix, de caoutchouc, les noix du Brésil. Et il y a tout un nombre de produits, Païba, Murunguru. Il y a une diversité importante qui vient de la forêt. C'est ça la garantie d'équilibre financier. S'il n'y avait que le noix, c'est sûr qu'on n'aurait pas trouvé cet équilibre financier. Parce que les noix, par exemple, représentent 3 mois de travail. Qu'est-ce qu'on ferait au long de l'année? Donc, c'est une organisation des productions qui respecte les saisons de l'année et la saisonnalité de la production. Alors, je vous présente cette carte. Il n'est pas mis à jour, mais je voudrais vous montrer comme ce territoire, il est sous pression. Et là, c'est les vecteurs, par exemple, des entreprises de bois, des activités minières, de déforestation, enfin, qui agissent et qui vont vers ces territoires. Et s'il n'y a pas une action du pouvoir public, alors c'est très difficile de résister et développer quelque chose et faire face à cette pression. Não, volta. Ai, meu Deus. Agora, isso. Então, eu queria fazer comentário breve. Je voudrais faire un commentaire. Des fois, les personnes ne comprennent pas très bien. Ils pensent que l'activité économique va protéger le territoire. Par exemple, la production de noix, elle est protégée. Mais vous savez, des fois, la déforestation, des fois, elle est faite par les crimes organisés. Donc, comment résister à cette invasion? On voit l'exploitation minière, par exemple, dans les terres Yanomami. Donc, on a vraiment besoin des initiatives de contrôle. Parce que, par exemple, lors d'un événement qui discutait la gouvernance de l'Amazonie, on parlait justement de la collaboration internationale et quelqu'un a posé la question. Nous avons investi tellement dans l'économie de la forêt et la déforestation continue. C'est parce que les contrôles de ces déforestations ne marchaient pas. Ça, c'est juste quelque chose que j'aimerais bien souligner. Les mesures de contrôle et des gestions, donc, en fait, les supports à la production ne peuvent pas remplacer les contrôles. Voilà. Et de la même façon que ces contrôles exercés par les institutions, elles sont nécessaires comme complémentaires à la production. On voit à l'époque de réduction de déforestation basée justement sur cette action de contrôle. Et là, on a baissé à 5 000 km² par an de déforestation. Avant, c'était 30 000. Alors, cela a été possible parce que les activités dans la forêt de production, elles respectaient la forêt. Et si on ne fait pas cette transition économique, si on ne promouvoit ces types d'activités, c'est comme sécher de la glace, du glaçon. Parce qu'en fait, il faut que la population puisse vivre de quelque chose qui ne soit pas la destruction de la forêt. C'est pour ça que c'est complémentaire, le contrôle de déforestation, mais aussi la promotion de cette activité. Mais il y a d'autres questions. Comment la noix, par exemple, les noix vont être en compétition avec le bois illégal? Il ne faut pas en fait être en compétition parce que les activités illégales, il faut qu'elles soient interdites. Il faut vraiment qu'il y ait une incidence du contrôle de l'État sur ces activités. Alors, je parlerai maintenant des difficultés des chaînes de production dans la forêt. Bon, bien sûr, les coûts de production, il est plus élevé que les coûts de la production des systèmes intensifs. À gauche, vous voyez les caoutchoucs dans la forêt.
Par exemple, la production des caoutchoucs dans la forêt représente à 10 000 kilos par jour, mais si c'est la forêt plantée, là, vous pouvez produire beaucoup plus. Mais là, dans la forêt, on n'utilise pas des pesticides, on n'utilise pas des produits chimiques. Donc, les externalités, elles sont différentes, ce n'est pas le même. Donc, ce n'est pas juste de faire une comparaison et vendre ces produits au même prix. Alors, les coûts de la production du caoutchouc, les coûts de production de caoutchouc, c'est 10 reais le kilo. Comment nous avons trouvé ça? Alors, le prix journalier est juste pour que la personne ne travaille pas dans d'autres secteurs, genre combien les entreprises de déboisement ils payent pour quelqu'un coupé en arbre, donc il faut compenser. Donc, 100 reais par jour, donc les prix justes du caoutchouc, c'est 10 reais le kilo. Le marché devrait absorber ces caoutchoucs pour que cette activité elle soit intéressante, pour pousser l'offre justement de ce type de production. Donc, mais les caoutchoucs est aussi une commodity et les prix sont définis à l'international. Les prix normalement varient entre 2 à 6, mais normalement, et maintenant il est vers 5 reais, mais avant c'était 2. C'est-à-dire que ce n'est pas compétitif. À 20 reais par jour, les extractivistes ne seraient pas motivés à travailler. Et cela se passe dans différentes chaînes de production. Ce n'est pas exclusif au caoutchouc, c'est le cas du babassou, par exemple. Ça coûte 10 reais à peu près. Là, c'est les femmes Chiring qui travaillent aussi, qui produisent l'huile des babassous. Elles ont reçu un prix de FAO. C'est un très beau projet. Les coûts de la production, c'est 10 reais le kilo de amandes. C'est ça le prix pour avoir une rémunération correcte. Mais comment le prix de l'huile de babassou est établi? Il y a une concurrence, en fait, il fait concurrence de l'huile des palmes. C'est-à-dire que les amandes, elles sont achetées à un prix beaucoup plus faible que le nécessaire à la production d'huile, particulièrement dans l'état de Maranhão. Alors, en plus, les chaînes qui ne sont pas associées à la forêt, en fait, elles sont promues. En fait, il y a une promotion de ces activités qui ne sont pas associées à la forêt. Donc, avant, on parlait du bétail. Le bétail ne paye pas des impôts comme les ICMS dans l'état du Pará. Et tandis que d'autres, comme Cumaru, Copaíba, des produits qui n'ont aucun impact, ils payent 17% d'impôts. Et bien sûr que cela va représenter un montant important pour la viabilité de la production. Alors ça, c'est une recherche à moi, faite pour moi. Alors le petit producteur en général, les terres de petits producteurs en général, c'est pour le bétail. Il y a quelques réserves petits propriétaires des terres qui sont destinés au cacao, à la production de cacao. Alors, c'est ça, les financements pour les activités dans la région. Rarement, c'est des financements disponibilisés pour les activités de préservation et de production dans la forêt. Et ça, c'est quelque chose qui rend difficile aussi. Il y a des difficultés logistiques très importantes. Il n'y a pas d'infrastructures, un transport collectivisé pour faciliter la circulation de la production de la forêt. D'autre part, pour la bétail, etc., il y a les routes qui arrivent, etc. Alors, finalement, j'arrive à la promotion des chaînes de production associées à la forêt. Alors, avec la création de réserves extraimes d'extraction, nous avons commencé à réfléchir, voilà, à partir de cette conquête de territoire pour la population, il fallait se poser la question, comment viabiliser la production? Cela, c'était en 1996, c'était un programme d'extraction créé par les ministères de l'Environnement.
Donc, ces programmes visaient à promouvoir ces types de production. Et les politiques de promotion de ces activités d'extraction, extractivistes, elles ont été développées au fur et à mesure et elles se sont accumulées. Donc, en 2009, il y a les plans nationaux de promotion des chaînes de production et de la sociobiodiversité. Donc, il y avait l'objectif de promouvoir des chaînes déjà établies, mais aussi intégrer des nouvelles chaînes, donc de respecter justement la diversité existante dans la forêt. En 2017, il y a eu le plan national pour renforcer les communautés extractivistes et installées au bord de fleuves. Et donc, outre la production, on pensait aussi aux conditions de vie de cette population. Vous n'avez que 2 minutes pour finir votre présentation, pour pouvoir avoir un peu de débat après. Alors, dans cette politique, les programmes de garantie il y avait le programme de garantie de prix minimum de produits de la sociobiodiversité. Donc, c'était un type de subvention pour garantir les prix. Ces programmes, il a un problème parce que les prix n'ont jamais été adaptés. Donc, le babassou qui devrait coûter 10 reais, il ne coûte que 3,32. Et les prix, il est de plus en plus décalé. Et les gouvernements actuels, il n'a pas mis à jour justement le prix du caoutchouc. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à créer cet effet de levier des chaînes de production pour que la politique soit effective. Le marché institutionnel aussi, qui sont intéressants. Il y a certains produits qui ne sont pas connus, qui sont hyper intéressants, comme par exemple la farine de babassou. C'est un midon bio qui est très riche en fibres, fer, en micronutriments, mais il n'a pas de marché pour cela. Donc, on essaye de s'intégrer au marché institutionnel, mais ces marchés institutionnels, ils sont vraiment affaiblis. Donc, ils ne vont pas, par exemple, adapter, réajuster les ressources pour l'achat, par exemple, de repas à l'école, même si les prix ont augmenté. Donc, dans l'ensemble, il y a un affaiblissement du marché institutionnel. Donc, la loi, il a un marché, les lois en général, mais si les producteurs n'est pas organisés, ils vont vendre à un prix qui n'est pas intéressant. Donc, pour qu'ils puissent mieux contrôler et mieux gérer le commerce, il faut contrôler les systèmes de stockage, par exemple, créer un système de stockage. Et il y avait un projet pour cela et c'est là encore démantelé. Et ça, c'était vraiment intéressant parce que l'organisation de la production extractiviste, il est collectif. Et donc, ils essayent de faire une équivalence avec les PRONAF, qui c'est un programme qui suit une logique individuelle. Donc, il faut reprendre ces programmes qui étaient conçus de façon plus collective. Alors, le dernier diapo, je parlerai du gouvernement actuel, c'est lui qui a lancé les bioéconomies et la bioéconomie Brésil en 2019. Ces programmes, en fait, il va rompre avec ce qui avait été fait avant. Il ne va pas prendre en compte les définitions et les directives d'avant. Donc, c'est une politique qui a l'air super intéressante, en fait, parce qu'elle a un discours de mise en valeur la production dans l'Amazonie. Il faut mettre en valeur les produits amazoniens. Donc, pour quelqu'un qui ne connaît pas, il lit la définition de la loi parce que dans l'Amazonie, il y a beaucoup de richesses. Mais la vérité, c'est que cette politique, elle ne présente aucun outil, aucun instrument de comment agir dans cette région. Ils disent, on va ouvrir des appels et voilà, et la population, ils vont trouver un moyen donc, de trouver une solution. Donc, c'est des politiques qui ont rompu avec tous ces projets intéressants qui existaient avant. Et pour dire que rien n'a été fait, ils organisent des tables de négociation en invitant des associations des producteurs et ils essayent de mettre en contact avec les possibles acheteurs et de faire de marché. Mais normalement, il n'y a pas vraiment de business qui sont faits parce que quand vous prenez les producteurs de la forêt et vous les jetez dans le marché, ils ne tiennent pas parce que les noix, il est plus cher que c'est les noix produites à grande échelle. Pareil pour l'huile. Les caoutchoucs naturels, elle est plus chère que les caoutchoucs plantés. Donc, suivre juste une logique de marché, ça ne va pas marcher.
Et donc, il faut faire quelque chose pour réduire cet écart entre le prix du produit de la forêt et les produits qui viennent d'une production à grande échelle. Donc, pour conclure, en termes de commandement et contrôle et l'activité productive, elles sont des deux principes complémentaires pour arriver à réduire la déforestation et changer les modes d'exploitation de l'Amazonie pour qu'on ne reproduise pas ce qui s'est passé dans la matte atlantique, dans la forêt atlantique et qui se passe dans d'autres biomes brésiliens. Il faut des politiques publiques, ça c'est sûr. On ne peut pas laisser ça dans la main du marché. Cette chaîne, en fait, elle n'a aucun sens dans un marché régulier, normal. Et c'est des chaînes, en fait, qui ont des bénéfices et qui vont aider des producteurs. Et les politiques qui existent, il ne faut pas qu'elles soient mises de côté, il faut qu'elles soient renforcées. Donc, les gouvernements avant Bolsonaro, pour ceux qui viennent, en fait, il faut récupérer justement les institutions de récupération pour que les techniciens et les producteurs puissent aussi avoir une incidence, une influence sur les politiques. Parce que des fois, les gestionnaires, ils n'ont pas vraiment des notions de ce qui se passe sur le terrain. Donc, des comités de gestion, par exemple, des ICMB ou d'autres institutions, par exemple, ils ont un forum, ils ont un conseil pour la prise de décision des normes et normativité pour l'application des politiques publiques. Et c'est là, c'est très important parce que la réalité amazonienne, elle est très particulière. Donc, c'est ça que je vais dire. Je suis désolée d'avoir passé un peu du temps. Et il y a aussi mon contact si quelqu'un veut discuter quelque chose. Merci beaucoup. Léo, merci beaucoup. C'était une très bonne présentation. J'ai bien aimé votre message, que c'est une illusion de penser que juste les marchés, la marchandisation des produits de la forêt, que c'est un marché de niche, que ça va résoudre les problèmes. Il y a d'autres instruments qui sont nécessaires pour faire la différence dans l'Amazonie. Est-ce qu'il y a des questions ici dans la salle, des questions virtuelles peut-être? Pas encore. Nous avons encore 10 minutes de débat prévu. Pois é, está todo mundo exausto. Tout le monde est fatigué. Alors, je vais poser une première question. En termes de revenus, qu'est-ce que vous prévoyez comme revenu nécessaire à ces personnels de coopératives et des associations avec lesquelles vous travaillez? Quels seraient les revenus suffisants pour vivre dans la forêt? Normalement, ils n'ont pas vraiment beaucoup d'argent. 7 000, 8 000, 9 000 reais par an. Normalement, ils peuvent vivre là-bas. Mais il y a une autre question. On ne peut pas regarder leur mode de vie exclusivement du côté du revenu, mais aussi penser à la santé, par exemple. La santé pour les habitants des bords des fleuves, c'est hyper cher parce qu'ils ont besoin de déplacements. Pour l'éducation, c'est la même chose. La communication, elle est très difficile. Ça ne rentre pas dans les paramètres récurrents pour avoir un téléphone public. Ce n'est pas possible parce qu'il n'y a pas une population assez dense pour que le service public arrive. Donc, mais il faut le faire parce que si on veut qu'ils gardent la forêt, qu'ils protègent la forêt, il faut aussi qu'ils aient un bon niveau de vie. Donc, au même temps qu'ils ont accès aux revenus, il faut qu'ils aient accès aux services. Il n'y a pas de transports en commun, par exemple, pour aller en ville. Donc, la vie, elle est trop chère, elle coûte trop cher. N'importe quel problème de santé, il faut sortir. Pour étudier, il faut sortir. Donc, toutes ces politiques doivent venir avec la création de revenus. La génération crée du revenu, c'est important, mais il faut que ce soit associé à d'autres pratiques. Merci beaucoup. Raoni veut aussi poser une question. Alors, c'est plutôt une curiosité. Je ne sais pas si vous connaissez la littérature dans ce sens-là. On parle toujours des commandements et des contrôles. S'il n'y a que ça, il n'y aura plus de travail pour les populations locales. Par exemple, vous avez mentionné les cas d'extraction des bois. Mais on voit aussi qu'il y a plusieurs cas de dégradation environnementale. Elles sont aussi faites par les gens qui habitent dans la région.
parce qu'ils voient dans l'accaparement de terre, par exemple, une possibilité d'avoir du profit. Alors, comment on peut séparer ce qui est local et ce qui est pas? Henri Belling, quelqu'un qui vit au bord des fleuves, il n'a pas d'argent pour démarrer une activité de déboisement. Mais il peut, après, une fois qu'il a été envahi, il peut intégrer voilà, cette population à ces processus de dégradation. Je ne sais pas si vous avez déjà travaillé sur ce débat, mais alors une bonne partie des gens qui viennent vivre en Amazonie, c'est des gens qui ne sont pas, ce n'est pas de locaux. On les appelle les colons. Ce sont des personnes liées à l'agriculture, aux activités d'extraction de bois. Des fois, alors, il y a une personne riche, en fait, qui gagne beaucoup d'argent, qui vient de dehors, mais ils emploient beaucoup de gens. Par exemple, c'est le cas des activités d'extraction de bois. Dans certaines régions, en fait, c'est l'accapareur de terres, etc., c'est les grands employeurs. Et c'est des gens qui, en général, viennent de dehors. Et c'est des personnes, les colons, n'ont pas un lien avec la forêt. C'est une relation curieuse parce que les mouvements agroécologiques n'est pas vraiment forestier. Pour eux, le mieux, c'est un cacao bio. Mais ils ne voient pas vraiment la possibilité de conservation de la forêt. Il y a des projets de succès et des réussis, mais c'est exceptionnel. Il y a un cas à Rondône, c'est-à-dire les cas des colons qui travaillent avec les produits de la forêt. Mais ça, c'est rare. Et ce n'est pas pour rien que la base de Bolsonaro elle est si forte ici, parce que ces personnels-là, les colons, ils veulent revenir vers l'économie des années 90 et 80, quand tout était permis. Mais ici, il y a une transition écologique importante. Il y en a besoin des politiques publiques structurées pour créer d'autres options de revenus et des qualités de vie. Parce qu'aujourd'hui, les populations traditionnelles des bords des fleuves, elles sont minoritaires. Mais la plus grande partie de la population, c'est des colons. Alors, il y a une question online. Alors, d'abord, félicitations pour la présentation. Votre présentation m'a donné envie de visiter la région. Je voudrais comprendre comment on peut penser voilà, la politique d'achat alimentaire pour les écoles des communautés indigènes dans cette zone. À ce moment, on travaille dans un projet initial, en fait, débutant. Donc, ces projets voilà, pour l'achat d'aliments pour les écoles indigènes, c'est une façon d'améliorer l'alimentation, la qualité de l'alimentation dans la communauté. L'objectif, la loi prévoit que la plupart de cette alimentation vienne de la production de la communauté. Le problème, c'est que c'est très difficile à les faire parce que ces communautés, elles sont très éloignées. C'est difficile d'établir un système de rémunération immédiate vu qu'ils sont très éloignés et ils ne sont pas vraiment connectés. Il y a aussi une grande diversité. Certains peuples, par exemple, ils ont une alimentation basée dans la collecte dans la forêt. Donc, c'est des populations qui, il n'y a pas longtemps, ils étaient nomades, comme jusqu'aux années 80, par exemple. C'est des populations qui étaient nomades, ils n'avaient même pas des plantations. Cette idée d'avoir des plantations, donc ils connaissent très bien, ils vivent des produits de la forêt. Donc, la question à se poser, c'est comment intégrer les produits de la forêt à l'alimentation scolaire. Donc, il y a des produits qui arrêtent d'être consommés parce qu'il y a de plus en plus d'aliments industrialisés. Comment garder cette tradition de manger cette nourriture qui vient de la forêt sans que ça soit associé au retard, au manque de civilisation? Donc, les institutions publiques, ils ont des difficultés à travailler avec ce type d'achat. Il faut faire un effort et ça vaut le coup, en fait, d'investir pour l'humanité, pour protéger cette connaissance, de savoir comment cette population bougeait avant. Et si cela se perd, on perd une partie de l'histoire et de la tradition. Donc, merci beaucoup. On va arrêter cette section maintenant. Je vous remercie à toutes et à tous.